En 2015, il tweeta: «Je jure que je vais le faire et quand je le ferai, ils vous montreront ce tweet». Il pourra le montrer puisque après une journée du 20 août absolument délirante, nous sommes le 21 août, il est 21h05, nous allons parler des Berrichiese. Je vais faire un récapitulatif de ce qui s'est passé, et ensuite on parlera tactique. Il y a un tactical board qui est prêt, de fou furieux. Théo est chaud. Heu, Malgré ce qui s'est passé, il a réussi à dormir et ça, c'est fabuleux. Heu, Bonjour Edgar, bonjour Brice. Est-ce que je vois à travers mes lunettes? La réponse est oui et je sais pas combien de temps je vais les garder parce que je vois pas grand-chose quand même. Hmm. Mais je vois suffisamment à travers pour pouvoir, faire le truc, mais c'est pas clair non plus. Mais c'est très marrant Pour et être pour professionnel. c'est très marrant. Non, faut professionnel avec ces lunettes-là, je suis pas sûr que ce Oh. soit le mot. Je suis pas sûr que ce soit le mot. Bonjour le chat et tout, bonjour YouTube. Commençons. On faisait notre journée tranquillement, on était en train de déprimer sur la blessure d'Havertz quand tout à coup, David Einstein David Einstein a lâché une bombasso comme rarement. C'est un tweet qui était à 20h30, aux alentours de 20h30. Arsenal fait une approche pour Eberechi Eze. Le joueur de 27 ans veut Arsenal. Tottenham a fait le nécessaire, a fait son offre, a conclu son truc. Mais euh, Arsenal rentre dans la danse et laisse le choix à Eze de choisir entre Tottenham et Arsenal. Ça, c'était vers 20h30. 22h10, Arsenal. Nouveau tweet d'Einstein. Arsenal conclut un accord de principe avec Crystal Palace pour signer Verichi Eze. À peu près aux alentours de 68 millions de livres avec des bonus et tout. Le montant que Tottenham s'apprêtait à payer. Et du coup, et on a eu toujours les tweets et on a eu d'autres journalistes qui ont dit que Eze préfère Arsenal, mais ça, ce n'est pas une surprise, on connaît le passé du bonhomme. 22h10. Ensuite, et enfin, j'ai oublié c'est celui-là, minuit 30. Dernier tweet d'Einstein, Arsenal euh, trouve les termes d'un accord contractuel avec Eze. Le deal va se faire. Player spot to be finalized. Tout ça va se signer. Il y a pas, le joueur a visiblement peu hésité. Euh, et du coup, ça va se faire. Il devait jouer le match de Crystal Palace qui va commencer, le match de conférence, mais visiblement, il a décidé que non au final. Je crois que c'est ce Il est tweet. malade. Ouais, c'est ça. Glasner a dit qu'il jouerait pas. Il a dit qu'il était malade. Je comprends qu'il préfère ne pas risquer de se blesser. Euh, peut-être que le joueur sera, peut-être que le joueur aura des adieux au stade, on ne sait pas. Euh, j'ai deux autres tweets sur le sujet. Un tweet d'End of Arsenal qui est traduit par nos potes d'Arsenal FRA. Euh, le deal a été conclu grâce à Josh Kroenke qui est en Angleterre, Tim Lewis le président. Voilà, un bon travail d'équipe entre les quatre, disons, têtes dirigeantes avec Arteta et Berta. On a aussi eu les infos comme quoi Declan Rice a fait beaucoup de pressing auprès du club pour que ça se fasse. Tout ça, c'est super. Et on a eu un tweet qui, pour moi, est le meilleur de la soirée, hein. Je suis absolument désolé, c'est celui-là. Je vais vous le lire, je vais faire Selon Al Sadair Gold, qui est un correspondant de Tottenham pour le Daily Mirror, c'est la pagaille chez les Spurs. Le joueur avait conclu l'accord avec. Tottenham avait conclu l'accord avec Crystal Palace et le joueur. Et Palace a juste mis un petit délai pour qu'il joue le match de Cup, le match de Conference League. Et Arsenal a fait bon, allez, toi, rentre, viens chez nous. Et le joueur est venu. Bon, j'enlève ses lunettes, je vois rien. Voilà pour oh putain, ah, j'ai mal aux yeux maintenant. Euh, voilà pour toutes les infos, j'ai rien oublié. C'est magnifique. Bravo à tous les comptes qui ont fait les traductions des articles en anglais hier.
Je te jure. Le boulot. Bravo pour la commu, pour votre... à quel point c'était drôle d'être sur Twitter hier soir. Euh, tac, je vais recadrer ça pour que ce soit un peu plus joli. Euh, mais ouais, voilà, on a tout dit. Du coup, Eze va arriver. Peut-être qu'il sera pas enregistré à temps pour le match de ce week-end, mais au pire, ce sera le match d'après. Et pas grand-chose de pas grand-chose de plus à dire. On est très content. Le joueur est super. Euh, et voilà. Du coup, on va pouvoir parler tactiquement d'à quoi ça ressemble. C'est propre parce que comme ça, on est pas mal. C'est bien clair. Voilà. Maintenant, j'ai fait j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, Théo a tracé des flèches et a mis des points. Normalement, tu peux bouger le truc. Tu peux tester si ça marche. Oui, attends. Hop là, Ça Gyökeres. fonctionne. C'est splendide. Magnifique. Tac. Paf, paf. Je fais le dernier recentrement. Paf, je peux laisser ça, c'est marrant, je peux laisser les gifs parce qu'on se marre. Et voilà. Eze, du coup, qui est un super joueur. Et qui est ton joueur, qui est un de tes joueurs préférés en plus. C'est dans ta bio. Ouais. Le Eze Ouais. fan account. Ah, Mais non. je suis trop heureux. En vrai, je suis trop heureux. Trop heureux, trop heureux. Ça vient en partie de FM, ce truc, hein, mine de rien. Parce que j'ai fait une carrière avec QPR, pardon, Queen's Park Rangers. Il y avait Eze. Eze était fort. J'ai regardé le championship et je suis tombé amoureux du joueur. Voilà, ça se résume à ça, en fait, hein. Et c'était quand ça? C'est aussi simple que ça. C'était pas FM19, un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Il y a des traces sur internet de la partie rédigée et tout. Attends. Mais c'est un truc comme ça, je crois que c'est FM19. Il y avait, c'était l'époque de Rangel, il y avait Geoff Cameron à QPR, enfin, c'était les dernières saisons de ces deux-là. Bref, il y avait je crois que c'était de 19, ouais. FM19. C'est fou. Mais c'est surtout fou qu'il soit en rouge et blanc, quoi. C'est incroyable. Du coup, en s'étant renseigné sur le joueur et tout, on savait que ce qui s'était passé, c'est qu'il était dans le centre de formation d'Arsenal et qu'il a été libéré, enfin pas retenu pour la suite des aventures. Et il avait raconté dans des interviews il y a 3-4 ans, enfin quand il a signé en Première Ligue, je crois, que il avait été un peu abattu, il était tellement abattu qu'il a pensé arrêter de jouer au foot. Il était petit, quoi. Mais sa mère, elle a un peu aidé à se remettre dedans. Mais il était vraiment down. Et après, bah, il a fait plusieurs essais. Millwall l'a pas retenu première fois. Puis ensuite, il avait fait West Ham, je crois. Il avait fait un autre club à Londres. Et après, il a trouvé sa chance ailleurs. Ça doit être Millwall qui lui a redonné sa chance pour ensuite QPR, et à QPR il explose. Donc le storytelling est dingue, et il revient dans son club d'enfance, le club qui pensait être à lui pour toujours en tant que joueur et en tant que supporter. Ça n'a pas été en tant que joueur, mais là ça y est, c'est fait. Donc c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Et puis ouais, d'avoir un joueur qui te fait vibrer devant ta télé, de le voir signer dans ton club, c'est quand même, il y a un délire, quoi. Il y a un vrai délire. Il y a un vrai délire. Donc bon, voilà. On va parler un peu tactique. Je pense qu'on va parler surtout émotion, en fait, hein. Il y a de la tactique, il y a de l'aura de l'objectivité, T'as très- t'as- quand même. t'as fait des flèches sur un tactical board. Mais j'ai fait des flèches, donc il faut utiliser les flèches. Euh, En gros, c'est le peu ou prou. J'ai juste mis deux autres flèches et j'ai changé les numéros parce qu'il y a le numéro de Gyökeres et de Zubimendi qui ont été officialisés. Mais c'est peu ou prou le tactical board que j'avais fait pour essayer d'imaginer un petit peu Gyökeres dans cette équipe. Et c'était pas aisé, mais c'était Martinelli. Mais du coup, j'ai juste mis deux autres flèches parce que j'ai update avec ce qu'on a vu en pré-saison. C'est-à-dire pour refaire ça très rapidement parce qu'il y a les débriefs et les résumés sur YouTube et sur la chaîne Twitch. Euh, Grosso modo, que il y a beaucoup de permutations dans l'axe maintenant, c'est une nouveauté. Calafiori permute aussi beaucoup entre l'intérieur et le soutien de l'ailier. Rice fait beaucoup plus de courses de soutien défensif que de courses de soutien offensif à venir 10 comme la saison passée. Mais il fait des runs tardifs dans la surface. Zubimendi va souvent en soutien quand Odegaard monte, ou sinon redescend dans la défense à 3
pour la relance, et du coup Timber vient là. Vous voyez, en fait, ça reprend les flèches qu'on a. Odegaard vient extérieur pour Saka qui rentre intérieur, mais vient aussi intérieur pour essayer de combiner avec l'ailier qui était Martinelli ou Gyökeres. Donc en fait, j'ai répliqué un petit peu tous les mouvements basiques qu'on a depuis la préparation, depuis le début de la pré-saison, qu'on a un peu vite fait vu contre United, mais pas dingue, et puis qu'on verra, je pense, sûrement dans les prochaines semaines aussi. Donc en gros, on a les conditions actuelles pour essayer d'imaginer ce à quoi ça peut ressembler avec Easy. Et bien sûr, en n'imaginant pas, parce qu'on n'a pas le contrôle de tout ça, en n'imaginant pas les évolutions qu'Arteta peut apporter avec Easy, mais plutôt à ce stade de la préparation de la saison et à ce stade aussi de nos connaissances à nous, comment Eze s'incorpore dans ce qu'on a actuellement. Après, libre Arteta de faire ce qu'il veut et d'améliorer comme il veut, mais voilà, c'est pas le but aujourd'hui d'essayer d'imaginer un fantasy football. On va essayer de se baser sur ce qui existe actuellement. Donc ça peut ne plus être d'actualité la semaine prochaine, comme ça peut être pertinent. C'est pour ça que on est là pour ça. on va voir. Voilà. Bon, bref, easy, easy, enfin peu importe les prononciations. En fonction de la prononciation française, anglaise, nigériane, on s'y perd. Hein. En vrai, on va essayer d'appeler aisé pour l'instant. C'est un milieu offensif de base. Milieu offensif de base qui a eu beaucoup de passages aussi sur l'aile. Alors on n'est pas sur du 60-40%, 60% de temps de jeu sur l'axe, soit 40% de temps de jeu sur l'aile, mais on doit être pas loin quand même, enfin j'ai pas calculé, c'est pour une proportion. Hein. C'est un milieu offensif de base, parce qu'il a joué à QPR comme ça la plupart du temps, sans remettre en contexte les situations tactiques de QPR, c'était notamment leur numéro 10. Et puis à Crystal Palace, il a alterné dans un schéma de jeu en 4-2-3-1 sous Roy Hodgson en milieu offensif, en 4-4-2 sur Roy Hodgson où il était milieu gauche, littéralement milieu gauche, c'est-à-dire un joueur qui venait défendre en milieu gauche comme le demandait Roy Hodgson, et un joueur de projection et de transition vers l'ailier gauche, voire vers l'intérieur du jeu, en sachant que à Crystal Palace à l'époque, il y avait Wilfried Zaha, qui jouait soit en 4-3-3 à gauche, en tant qu'ailier, soit en 4-3-3 à gauche, soit en 4-4-2 en second attaquant. Donc Eze, il trouvait un petit peu sa place dans ce micmac-là entre l'ailier gauche, entre le milieu gauche et le poste de 10. Voilà. Donc il a eu ses temps de jeu, il a eu son temps de jeu en 10, il a eu son temps de jeu en ailier gauche, il a eu son temps de jeu en 8 avancé sous Patrick Vieira. Il a eu aussi son temps de jeu en ailier gauche pur sous Patrick Vieira aussi. Et il a eu son temps de jeu en tant que milieu offensif gauche sous Glasner, à dominer le demi-espace gauche. C'était littéralement son but dans la vie. Voilà, c'était de dominer le demi-espace gauche et d'avoir beaucoup d'inspiration. Ce qui faisait qu'il pouvait se retrouver à la fois en 10, parce qu'Ismail Assar vient chercher la profondeur à Crystal Palace, ou alors il pouvait se retrouver excentré en recevant le ballon. Voilà. Donc on a un petit peu toutes les situations, tout le panel de là où a joué Eze dans sa carrière professionnelle. On peut le répliquer à Arsenal. Et on va s'intéresser à tout ça maintenant. Alors purement et simplement, d'un point de vue perso, je pars du principe que Eze vient davantage pour jouer ailier gauche. Pour la première chose, c'est parce que on a des manques en aile gauche assez importants. Martinelli a fait une bonne pré-saison, mais est-ce qu'on a les garanties qu'il peut répliquer ça en première ligue? Il n'a pas réussi à le faire lors de la J1 contre United, mais voilà, on va dire qu'il a quelque chose à prouver. Donc, pour l'instant, on n'a pas la certitude que Martinelli sera le titulaire. C'est ça que je veux dire. Trossard, il a malheureusement atteint un plafond de verre la saison passée, qui peut être toujours très bon en super sub et on conteste pas ça, mais si on veut peut-être une upgrade à Trossard, elle vient par Eberechi Eze. Et de ce fait, Trossard était même un petit peu sur le départ en fin de mercato. On pensait à un départ avant blessure de Trossard, de Havertz, avant blessure de Havertz, ce qui a peut-être fait qu'il a prolongé, augmenté son salaire pour rester un petit peu plus le temps au moins de la blessure d'Havertz. Voilà. Mais en tout cas, pour le panel large, premier point pour que Eze soit ailier gauche, on a des déficits en ailier gauche assez criants en termes de production offensive sur la dernière saison, voire même sur les 2 dernières saisons si on est un peu plus cinglant. Deuxième argument, c'est qu'on a Nwaneri et Odegaard qui vont se partager le poste de milieu offensif droit / milieu droit. Voilà. Ils vont se partager ce poste-là tout simplement parce que les deux ont permuté et se sont substitués en pré-saison. Donc en termes de rotation et de structure d'effectifs, Arteta imagine Nwaneri doubleur d'Odegaard.
purement et simplement. Si tu rajoutes Eze en tant que milieu offensif, pour moi, ça te fait un surplus sur une seule zone du terrain qui fait que ça bouge soit Nwaneri, soit met de côté Odegaard. Et Nwaneri étant notre meilleur prospect pour l'instant, et Odegaard notre capitaine et notre leader de pressing et leader technique, encore une fois, pas sûr que ce soit bien smart de stacker ce poste-là. On peut imaginer aussi qu'il joue à la place de Rice dans une variété tactique en 3-5-2, c'est-à-dire où Rice est effectivement 10 gauche. Dans ce cas-là, Eze le double, mais c'est difficile d'imaginer soit Zubimendi sortir du 11 titulaire, soit Rice, parce que du coup, ce sont quand même deux titulaires, donc ça veut dire que Eze est une doublure. Et puis, troisième point aussi, d'un point de vue purement profil, je trouve que Eze, que ce soit jouer à la place de Rice ou jouer à la place d'Odegaard, il y a des déficits défensifs criants, dans le sens où, alors criant, c'est pas une catastrophe en soi, c'est pas un joueur qui défend pas, c'est un joueur qui va faire les efforts défensifs, qui fait des efforts de pressing, mais il n'a pas la science tactique au pressing d'Odegaard à être potentiellement en le substituant le leader tactique au pressing, c'est-à-dire celui qui va déclencher le pressing. Ça me paraît compliqué. Et on a vu contre United, on en a fait l'analyse avec Robin mardi, que Gyökeres, en déclenchant le pressing, est encore un petit peu léger. Ça va venir, mais il est encore un peu léger, donc il faut Odegaard. Et puis, Eze qui réplique le travail de Rice, bah, ça veut dire que Eze vient dans double pivot, puisque Odegaard reste devant. Et difficile de voir un milieu offensif ou un ailier comme Eze venir en tant que milieu défensif pour défendre. Ça me paraît assez fantaisiste, voire un peu risqué. Voilà. Donc pour sur ces trois raisons-là, pour l'instant, j'avance l'idée qu'il soit ailier gauche, mais nous verrons bien. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment le point basique pour la situation d'utilisation d'Eze à ce stade de la saison et du mercato. Je sais pas ce que t'en penses, Joe, sur ça. J'ai pas grand. Il y a juste Edgar qui a précisé dans le chat que euh, pour la prolongation de Trossard, visiblement, ça a été signé avant United, car loi de l'APL, si tu revalises le salaire, c'est avant le début de la saison. Du coup, c'est D'accord. possible que la revalorisation de Trossard ait pas grand-chose à voir avec la blessure d'Havertz, Ok. même si la blessure d'Havertz va peut-être faire en sorte que du coup, il ne parte pas et qu'il joue le rôle de doublure de Gyökeres sur la demi-saison, le temps qu'Havertz revienne. Havertz ou Jesus. Et après, peut-être en janvier, la situation changera en fonction de à quel point Jesus et Havertz reviennent. Ouais. Mais sinon, tact sur le positionnement, je suis d'accord qu'Eze vient pour être ailier gauche. Clair, parce que oui, enfin, parce qu'en dehors des questions de pressing, Odegaard est ton capitaine, tu sors pas ton capitaine du 11. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et, euh, et voir soit Rice, soit Zubimendi derrière Odegaard genre Odegaard et Eze qui sont les deux 8 intérieurs. Pourquoi pas dans certaines fins de match quand t'es contre un bloc turbo et que tu dois marquer. Pourquoi pas, avec Mm. Martinelli à gauche. Oui, ça c'est oui. Mais sinon, sur des matchs complets, ouais, il faut que tu aies des buts à marquer, quoi. Ouais. Et surtout que Rice et Zubimendi sont... comment dire, genre, les trois du milieu de terrain joueront le maximum des minutes qu'ils peuvent jouer, je Ouais. pense. Et du coup, oui, Eze et les gauches, ça fait sens. Ouais. Ça fait sens, effectivement. Bon, alors après, on verra parce que, à la limite, peut-être que ça se jouera aussi sur les performances de chacun et sur la concurrence, la Bien sûr. concurrence. Ouais, je vais y revenir sur les corners, Edgar. Merci, merci pour la question. Mais effectivement, oui, c'est vrai que ça se jouera aussi à ça et c'est une évidence même parce que c'est comme ça que tu crées la compétitivité dans ton équipe. Et c'est aussi le but de recruter autant de joueurs qui n'ont pas forcément le statut de remplaçant ou de chauffeur de banc cet été, c'est parce que tu veux aussi mettre de la concurrence partout et brouiller un peu les pistes, mais aussi obtenir le maximum de performance de n'importe qui à n'importe quand en fonction de la compétition. Clairement. Donc ça peut aussi changer comme ça. Clairement, ça se voit que ça a été une des prérogatives du mercato, en plus de soigner la profondeur de banc pour éviter les bricolages, comme on a vu la saison dernière, ou même avant d'avoir un drop de qualité dès que tu as un joueur blessé. Mm. Là, les postes ont été doublés, tous les postes sont doublés, et enfin, tous les postes sont doublés, et il y a des indésirables qui triplent ou quadruplent des postes. Mais Ouais. là, ça va être la mission de Bertha sur les 10 derniers jours de vendre.
de vendre ceux qui sont des triplures. Genre Vieira sur l'aile droite, genre Nelson sur l'aile gauche du coup, genre Lokonga au milieu de terrain, enfin tous ces mecs-là. Parce que ouais, flemme. Et surtout, hormis, hormis avec Norgard et Merino qui sont comment dire, pas appelés à jouer à la concurrence avec Rice et Zubimendi, mais ils sont ok et c'est des joueurs fiables et d'expérience. Et sur les 6 de devant, du coup les deux lignes de les 6 de devant, c'est amené à tourner le plus possible quoi. Absolument, ouais. Absolument. Alors pour parler du coup utilisation tactique purement des Berrecci, puis après on va aborder l'encadrement tactique autour d'Easy. Et ensuite on va parler bien sûr des autres petites infos tierces, enfin pas infos mais des éléments tiers, c'est-à-dire les corners, les tirs de coup franc, etc., etc. Parce que ça joue aussi bien sûr dans l'utilisation du joueur. En termes d'utilisation, en partant du principe évidemment du coup qu'il est ailier gauche, enfin qu'il arrive en tant qu'ailier gauche, et on précise bien principalement parce qu'on s'interdit pas à ce qu'il joue ailleurs. Voilà, ça c'est sûr et certain. Je le vois un petit peu comme un ailier polyvalent, ce que recherche Arteta, purement et simplement parce qu'il demande à ses ailiers en match. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui, l'un des premiers principes indéboulonnables d'Arteta, à part les duels, la sécurité technique et tout ça, le pressing, la dépense d'énergie. Un autre principe indéboulonnable d'Arteta, c'est des ailiers qui tiennent la largeur. Ça, c'est son leitmotiv de fou, parce que ça permet une première fois d'utiliser toutes les zones du terrain. C'est-à-dire que tes milieux de terrain, ils se logent dans les demi-espaces, ce qu'on a vu depuis qu'il est au club, quasiment. La deuxième chose, c'est que ça permet à tes latéraux d'être très polyvalents. Et en tant que très polyvalents, c'est-à-dire qu'ils savent tout faire. Et on les a ici avec Timber et Calafiori. Ce sont des joueurs, on le sait, capables à la fois d'être dans une défense à 3. Donc typiquement Timber monte, et puis on a Saliba, Gabriel et Calafiori comme ça. Donc on a une rotation. À la fois l'inverse, c'est-à-dire Timber en défense à 3, Calafiori ici. À la fois des latéraux de projection et des doublements, et des latéraux aussi intérieurs. En gros, ils savent tout faire. Ce qui nous a fait poser la question la saison passée, au rythme des blessures de tout le monde, est-ce que c'est pas trop exigeant d'avoir des latéraux aussi polyvalents? Mais c'est un autre débat. En tout cas, son principe de jeu, c'est que pour avoir des ailiers, en ayant des ailiers très larges, tu te permets d'avoir des combinaisons et des changements de position constants dans l'axe et dans les demi-espaces, ce qui permet de brouiller le pressing adverse et de dominer le jeu. Purement et simplement. Voilà. Ça, c'est le leitmotiv principal. Donc, pour ainsi dire, son ailier gauche, il doit quand même tenir la largeur. Et tenir la largeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à des adversaires, alors imaginons qu'on joue à 4. Oh, je sais pas dans quoi je me lance, mais mon Dieu. En imaginant qu'on joue à, qu'on joue à 4. T'inquiète. Je suis en backup, Souvent, ce qui se passe, c'est que l'adversaire, il défend à 2 sur nos ailiers. Puisqu'on tient la largeur et puisque ce sont des ailiers qui offrent un petit peu du danger partout, il y a souvent des prises à 2v1 comme ça. Et donc, on l'a vu souvent cette saison, la saison passée, la saison d'avant, etc. On est souvent sur des 2 contre 1. 2 adversaires, 1 nous, et souvent des isolations de nos ailiers. Ce qui fait qu'Odegaard vient souvent en soutien, Odegaard ou Timber / White, peu importe. Et ce qui fait qu'à gauche, Martinez est souvent isolé. Parce que autant en 2022-2023, c'était Xhaka qui venait souvent en soutien, autant on n'avait pas forcément une telle connexion, une telle prise de soutien et une telle combinaison collective entre Martinelli et Rice. Rice avait plutôt le but d'être un late runner dans la surface, d'être un second attaquant quasiment dans certains matchs, ou un box-to-box, et pas forcément quelqu'un qui venait en appui comme Odegaard en tant que meneur de jeu sur Saka. Donc on avait déjà un petit problème sur la gestion des 2v1 sur le côté gauche. Bon, ça déjà, avec un joueur qui sait tenir la largeur et qui a des qualités de playmaker de base, c'est-à-dire faire des centres dangereux, faire des passes dangereuses, des dernières passes dangereuses, c'est le principe de ce qu'est Eberechi Eze en 10. Donc aucune inquiétude à ce que ses qualités s'enlèvent dès qu'il joue sur l'aile, il les aura quand même, il va les garder. C'est le premier point. Deuxième point, ça permet aussi à Eze d'être un joueur créatif, mais un joueur de percussion qui maîtrise ces 2v1 là, parce qu'il les a connus à Crystal Palace sous Glasner,
Et puis, il en a aussi les qualités de percussion, de jeu large, de rentrée intérieure, revenir sur ses dribbles, centrer pied gauche, etc., etc. On va dire qu'en fait, par rapport à la situation et par rapport en comparaison à Martinelli, il a plus de qualité technique pour répondre à une diversité de situations que lui offre le 2v1 et peut potentiellement, s'il les maîtrise bien et régulièrement, euh, offrir des solutions et casser ce problème de 2v1. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand on a des ailiers polyvalents, c'est-à-dire qu'ils savent tout faire, on le sait, Saka est un joueur de latéral, mais c'est pas juste un ailier qui fait cette prise de profondeur-là, longue ligne, c'est aussi quelqu'un qui vient centrer pied gauche ou pied droit, depuis une position plus resserrée. C'est un joueur qui vient rentrer intérieur pour se tirer, c'est un joueur qui vient offrir une solution de passe ou une combinaison pour deux gardes, pour Timber ou White. Donc c'est un joueur qui sait à peu près tout faire aussi, qui sait dynamiser un côté. Et Berrichese, c'est la même chose. C'est un joueur qui, comme on l'a vu à Crystal Palace, sait rentrer intérieur pour frapper, qui sait prendre l'espace pour centrer en retrait, qui sait aussi juste être un point d'appui dans le demi-espace pour une combinaison avec Derrick Mitchell à Crystal Palace, par exemple, ou Calafiori à Arsenal. Donc ça nous offre, si vous voulez, plus de diversité tactique pour la polyvalence que réclame le rôle d'ailier gauche, tandis que Martinelli avait été un petit peu vidé de ses qualités principales qui étaient systématiquement rentrer intérieur pour frapper, comme en 2022-2023, pour une prise d'espace large et parfois un manque de réponse dû à sa qualité technique ou à juste une mauvaise gestion de sa situation, ce qui est normal pour un attaquant intérieur qui ne maîtrise pas, qui n'est pas un meneur de jeu excentré de base. Et qui Voilà. sait pas On peut centrer pas du gauche. demander à un et qui sait pas centrer du gauche. On peut pas demander à une carotte d'être une épinard. C'est un peu la même chose. L'analogie est particulièrement bizarre, mais c'est ce qu'il faut retenir. C'est au bout d'un moment, il faut aussi que tu joues sur les qualités d'un joueur. Et au bout d'un moment aussi, Martinelli commence à être en difficulté et on le sait tous. Il y a pas de, faut pas nier ça. Ouais. Voilà. Bon, donc ça déjà, ça permet de rendre le rôle de l'ailier gauche plus intéressant. Et puis, pour passer un petit peu à l'encadrement tactique, parce que l'heure tourne quand même, et c'est le principe aussi d'utilisation des c'est pour compléter. Je trouve que ce qui est intéressant, ce qu'on a vu en préparation, donc je vais retirer progressivement les joueurs qui sont bleus. Ce qu'on a vu en préparation, c'est que le côté gauche est un peu mieux dynamisé. Rice est un peu plus dans une position basse, plus régulièrement en tout cas, que la saison passée était plus régulièrement dans une position haute. C'était une affaire de pourcentage. En gros, 9 fois sur 10, Rice est haut, et 1 fois sur 10, il est bas. En position haute, j'entends, c'est-à-dire dans ces situations-là où on fait tourner le ballon et on est assez haut sur le terrain. Là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que un coup sur 3 ou 4, il fait un appel profondeur parce que ça apporte du danger ou un déséquilibre, mais il est souvent un peu plus en retrait pour aider Zubimendi, pour être plutôt dans un double pivot plus classique, pour aussi parfois même redescendre dans l'axe du terrain et au niveau des centraux, et ainsi permettre à un latéral de monter plus haut. Ça marchait aussi, ça. Et on l'a vu particulièrement sur les 2 derniers matchs de préparation, notamment contre Bilbao, où on a vu cette rotation entre Rice et Zubimendi, et puis un Rice plus bas. Ce qui, du coup, par cascade, a libéré un peu plus Martinelli contre Bilbao notamment, et contre Villarreal, a joué plus intérieur, puisque Rice n'occupait pas cette zone-là, et donc, par conséquent, Calafiori un peu plus haut, soit en soutien, soit carrément en dédoubleur, et en conséquence aussi le défenseur central gauche qui venait un peu plus écarté. Mais ça, le défenseur central gauche écarté, on a l'habitude avec Arteta depuis 2 saisons déjà. Mais en tout cas, l'ailier pouvait rentrer plus intérieur parce que plus de champ libre pour rentrer intérieur, et Calafiori venait compenser. Voilà. Ça, c'est une petite nouveauté qui nous a un petit peu manqué la saison passée, et puis qui peut être intéressante, à la fois parce que ça permet à Martinelli d'être un peu mieux valorisé, à la fois, effectivement, Brice, tu le dis très bien à l'instant, ça permet à Eze d'être intérieur. Et Eze intérieur, bah, c'est la saison qu'il fait à Palace sous Glasner, qui est absolument dingue. Pas non plus à la hauteur d'un Mohamed Salah, parce qu'on n'est pas sur un truc irréel, mais en tout cas, on est sur la meilleure version d'Eze en première ligue. Post problème de blessure sous Roy Hodgson et sous Patrick Vieira, qui heureusement maintenant sont loin derrière lui, pour maintenant devenir l'artisan principal de la réussite de Crystal Palace cette saison, jusqu'à la victoire en FA Cup, c'est-à-dire donc un rôle d'attaquant polyvalent, à la fois ailier, à la fois milieu offensif, qui fait des assists, qui fait des buts, qui retourne un match à lui tout seul, qui est le facteur X en fait de Palace, à la fois par la passe et par le tir. Donc ça, c'est absolument
et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ce qu'il nous fallait cette saison au poste d'ailier gauche. Pas pour manquer de respect à Martinelli ou à Trossard, mais on a besoin d'un joueur qui sort quelque chose de nulle part pour une transition, même pour une gestion de transition, pour aussi une création de jeu, comme Saka sait le faire aussi. En parlant des transitions d'ailleurs, Eze, c'est un super joueur de transition depuis Day One, depuis les origines. Si vous regardez des clips de QPR, si vous regardez des clips de Crystal Palace, ce sont des clubs qui étaient dans des situations de transition offensive en Championship et en Première Ligue. Et donc Eze était un outil intéressant pour les transitions défensives et offensives. Il était souvent recherché par ses défenseurs centraux ou par son gardien pour ensuite prendre une contre-attaque et marquer au but. Et ça, c'est un joueur qui va aussi nous apporter beaucoup de choses sur l'aspect transitionnel, et on sait que c'était un problème qu'il fallait qu'on corrige cet été. Donc on l'a aussi. Donc à la fois pour de la possession et à la fois pour la transition, je trouve que Eze c'est une très bonne réponse sur le marché à ce qu'on pouvait avoir pour l'ailier gauche. Et c'est très encourageant. Voilà. Grosso modo, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de son utilisation et de son encadrement tactique. Je rajouterais quand même aussi pour un dernier point que ça parle beaucoup sur Twitter en ce moment d'une relation entre Eze et Gyökeres qui peut être intéressante. Et effectivement, qu'il soit intérieur ou qu'il soit un peu plus excentré, Eze peut comprendre aussi des déplacements plus spontanés de Gyökeres et donc peut envoyer des passes aussi plus spontanées à Gyökeres pour qu'il puisse être valorisé. Et donc ainsi permettre à Gyökeres de faire ses appels favoris depuis la gauche du terrain et aussi permettre des combinaisons en appui remise et permettre à Gyökeres d'être mieux servi dans la profondeur. Ça peut être aussi une très bonne chose à suivre et à surveiller pour les prochaines semaines, mais que des relations entre Calafiori qui aime être très polyvalent et comprendre son ailier gauche et des relations avec Gyökeres peuvent être intéressantes et vraiment sympas à suivre pour la suite. Voilà, voilà. Bravo. Bravo, bravo. Attends, je vérifie. Sur les coups de pied arrêtés, visiblement, c'est un sujet. Il les tire bien? Ou est-ce qu'il les tire particulièrement bien ou est-ce qu'il les tire particulièrement mal? Parce que pour que pour que ça ait l'air d'être un sujet. Non, je pense qu'on peut s'en sortir. Alors, c'est vrai que le sujet, c'est qu'évoquait, je pense, Edgar, c'est que ce sont souvent nos ailiers qui tirent les corners. Donc, quand on est sur un corner droit, C'est Saka. c'est trop ma tactical board. Il y a Saka. Quand Mais on est sur un corner gauche, non, c'est c'est souvent Rice. l'ailier gauche. Non, c'est Rice qui tire Euh, à gauche. ouais, c'était Martinelli avant, c'était l'ailier qui tirait, et maintenant c'est Rice. Maintenant, c'est Rice. Voilà. On a changé la saison passée, mais effectivement, on avait l'habitude. Enfin, avant, en tout cas, sous Arteta, c'était l'ailier gauche qui tirait les corners gauche. Ouais, après, Est-ce qu'on va revoir l'ailier ouais. gauche qui tire? Parce Je que, sais pas. en vrai, ce serait pas une théorie parce que visiblement Arteta choisit Rice parce qu'il les tire mieux que Martinelli. Oui. Mais si Eze les tire bien, ça pourrait être pas mal de remettre Rice dans la boîte parce que c'est un bon joueur de tête, c'est un bon enfin, comment dire, c'est un mec fort quoi. C'est un mec fort à avoir dans la surface sur corner et sur coup franc en direct. Ouais. 100%. Mais je pense qu'on va revenir, à un Eze qui tire les corners parce que c'est un mec qui il tire les coups francs excentrés déjà à Palace. Oui, c'est ça. Et en Je plus, sais plus si c'est lui qui tire les corners, mais et en plus, on a vu qu'il tirait que pour les coups francs directs. Bon, il en a oui, littéralement c'est aussi. mis un à la J1 quoi. Ouais, C'est absolument. exactement là où je veux en venir. Ouais, c'est ça. Mm. C'est que si on peut remettre Rice dans la boîte, ça fait un mec de 1m90 plus en plus dans la surface pour les corners, c'est pas horrible. Ouais, c'est pas horrible. Ouais, ouais. Non, mais c'est une bonne idée et puis c'est une bonne chose d'en avoir parlé parce que ça reste tactiquement intéressant. Bah, c'est ça. Et Euh, tout à fait. Bon, bah voilà. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant, Il n'y a plus qu'à c'est attendre sûr. son premier match, qui Ouais. sera Hâte. possiblement à Liverpool, du coup. Parce que c'est Ouais, ça, ouais, oui, parce parce que que c'est ça la J3. oui, oui, Euh, en oui, parce attendant. que ça va être peut-être trop court pour Leeds. Ouais, Vu que visiblement. sa visite médicale est prévue vendredi ou samedi, vendredi peut-être. Bah, de ce que de ce que je crois avoir lu, c'est que la visite médicale est prévue demain, Ok. mais il faut qu'ils soient enregistrés demain aussi. Du coup, Ouais, faut, donc sûrement peut-être pas. va Ouais. falloir faire vite les paplards, quoi. Mm. Bon, sinon on field, ouais. Sinon, on file. Pas mal, pas mal. Puis le gros test aussi, c'est défensivement parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de défendre beaucoup à Palace Et c'est un truc pour qui des est. raisons évidentes de défense à 5.
Et Euh, c'est un truc qui est... il faut qu'elle soit passée avant demain midi pour faire ton groupe à Salid. Ça se joue. Mais... Ah, j'ai été coupé. Euh, J'ai été coupé dans ce que j'avais. Si, bah, ça, sur le fait de savoir défendre, c'est un truc qui est. Comment dire, c'est un des seuls trucs sur lequel Martinelli est absolument irréprochable. Absolument. Et ça, pour le coup, c'est un truc qu'on peut un peu reprocher à Trossard et que même Madueke sur la demi-temps où il est rentré contre United, c'était pas impeccable. Même si ça s'explique par le fait qu'il ait possiblement pas les repères. Mais voilà, Martinelli, au moins pour ça, c'est bien. Sur le fait. Après, si Eze se met à ce niveau là-dessus, bon, ça va être dur, la concurrence va être rude. C'est bien, et puis c'est bien aussi de garder Martinelli en super sub parce que tu sors aisé pour Martinelli, jambes fatiguées des défenseurs, prise d'espace, et puis Oui, c'est ça. Et Martinelli en contre, voilà, ça fait le c'est taf. une très bonne chose. Mm. Et autant aisé peut être très intéressant à l'intérieur du jeu, autant si on garde le même setup pour Martinelli quand il rentre en jeu, Martinelli peut aussi augmenter clairement ses contributions offensives, buts et passes décisives. Mm. Complètement. Ça peut être une bonne réponse aussi. Complètement, complètement. Bon, et ben voilà, c'était Donc bien. c'est super. 36 minutes. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Euh, On va conclure ce segment-là. Merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo. Viens sur Twitch, viens sur Twitter. Mets des pouces bleus, des commentaires, c'est super sympa. Voilà, je pense qu'on a tout dit. À la prochaine. À la prochaine, à la prochaine.